Bonjour, fidèles téléspectateurs de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis d'être avec vous ce mercredi pour une nouvelle aventure de l'émission Bonjour le Faso. Nous disons merci à l'équipe technique et de réalisation qui sont toujours là. Avec nous pour justement cette aventure chaque matin de 7h30 à 9h du lundi au vendredi. Alors, cette semaine, vous le savez, nous sommes installés au Théâtre populaire de Ouagadougou dans le quartier Samandé pour vous faire découvrir encore l'histoire de ce théâtre populaire qui a fait quand même des bons moments, qui a fait son temps et malheureusement qui a été fermé aux années 2000. Mais bien sûr, actuellement, le théâtre populaire revit à travers le CDC, la Termitière, qui organise des spectacles de chorégraphie et des diffusions de spectacles. Aujourd'hui, comme invité du jour, nous recevrons des dames. Des dames à l'occasion du 8 mars qui organisent les journées Potes Ouvertes de l'hôpital de Tengango, du centre universitaire, hospitalier universitaire de Tengango. Il s'agit notamment des femmes de l'amicale du CHU de Tengango. Nous recevrons sur ce plateau Madame Blanche Zougrana, elle est sage-femme au CHU de Tengango, et également Madame Fatih Somé Dabiré, elle est fille de salle, et nous allons connaître plus leur métier, surtout parler de ces journées Potes Ouvertes qu'elles organisent. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons Maître Jérémy Wena. Maître Jérémy Wena, vous le savez, il est notaire à Ouagadougou et membre de Juristes sans frontières. Avec lui, aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui va certainement vous intéresser. Nous parlons des mutations du meuble au Burkina Faso. Vous allez savoir de quoi il s'agit tout à l'heure. On s'installe confortablement et tout de suite et maintenant, nous partons pour la première rubrique. Cette semaine, nous sommes installés à Samandin, dans le quartier Samandé, pour vous faire découvrir le théâtre populaire de Ouagadougou, ou théâtre populaire Désiré Bonogo, qui est un lieu de spectacle à Ouagadougou, servant de site de concerts musicaux, de projections cinématographiques et de répétitions pour les acteurs culturels. Alors, le théâtre populaire de Ouagadougou est le fruit de la coopération entre la Corée du Nord et bien sûr le Burkina Faso. C'est le capitaine Blaise Compaoré qui a procédé à l'inauguration de cet espace. C'était en 1986. Il se dit que le capitaine Thomas Sankara se rendait au théâtre populaire pour jouer de la guitare. Il faut rappeler que Désiré Bonogo était un intrépide défenseur de la culture, et c'est en sa mémoire que son nom a été donné au théâtre populaire. Par ailleurs, la salle des artistes du théâtre populaire était dédiée à la mémoire de 6 musiciens de la musique, de la police municipale du Mouesse, qui ont trouvé la mort avant l'inauguration du théâtre populaire. Le théâtre populaire est une structure de 4500 mètres carrés, comprenant un bâtiment principal, 3 salles, dont une salle de réunion et 2 vestiaires pour artistes, 2 salles de bain, un écran, une aire de scène et une salle de projection. Alors, le théâtre populaire de Ouagadougou a fermé ses portes dans les années 2000, mais grâce au ministère de la Culture burkinabé, de l'ambassade de la France et de la mairie de Ouagadougou, le théâtre populaire a été mis à la disposition du CDC La Termitière, une structure de chorégraphie qui gère actuellement le théâtre populaire de Ouagadougou. Aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter justement la directrice déléguée de cet espace, Madame Ouedraogo, qui nous parle justement de cet espace. Nous sommes au théâtre populaire construit sous la Révolution. Ce théâtre a été abandonné dans les années 2000. Mais depuis 2006, c'est le centre de développement chorégraphique La Termitière qui gère le théâtre populaire. Il a même construit une salle qui sert de répétition et de spectacle à tous les chorégraphes d'ici et d'ailleurs. Nous avons rencontré la directrice déléguée, Madame Ouedraogo. On l'écoute. Et comme son nom l'indique, le centre, c'est un centre chorégraphique qui est dédié à la danse, mais qui est très ouverte aux autres formes de disciplines artistiques. Voilà. Et donc, on a pour mission, en tout cas, d'œuvrer au développement de l'art chorégraphique par le biais de formation, d'accueil en résidence, de création, de diffusion,
et de recherche, voilà, sur tout ce qui est art chorégraphique. Nous sommes situés sur le site du Théâtre Populaire. Donc le Théâtre Populaire a été construit par Thomas Sankara et il a été inauguré en 1986 par Blaise Compaoré qui a fait la coupure de ruban. Et dans les années 2000, ce site a été laissé à l'abandon. Voilà. Et donc les deux directeurs artistiques du Centre de développement chorégraphique, notamment Salia Sanou, qui est un chorégraphe, Sédou Bouro aussi, qui est un chorégraphe de renommée. Ils ont eu pour ambition de mettre à la disposition des danseurs et du monde chorégraphique un outil de travail. Parce qu'eux-mêmes, étant des danseurs et des chorégraphes qui avaient déjà une carrière bien remplie, du fait qu'ils tournaient et tout ça, ils ont eu envie de revenir chez eux et pour mettre à la disposition de cette jeunesse-là qui avait beaucoup de projets, voilà, mettre à la disposition de cette jeunesse-là un outil pour les aider à se professionnaliser et à réfléchir, voilà, à avancer dans leur carrière. Et cet outil n'est pas seulement dédié aux danseurs chorégraphes burkinabés, mais c'est vraiment ouvert au monde entier. C'est vraiment ouvert au monde entier. Donc, on accueille ici des compagnies, des danseurs qui viennent d'Asie, qui viennent d'Amérique, qui viennent d'Europe et qui viennent de partout en Afrique. Le site a été mis à la disposition des deux directeurs par l'État burkinabé. Voilà, donc il y a un théâtre de verdure, celui qui a été construit par Thomas Sankara. C'est un théâtre de 3000 places. Et à côté, nous avons construit un grand studio de spectacle, de danse, qui a une capacité d'accueil de 300 spectateurs. Et ça a été initié en 2006. C'est en 2006 qu'on a fait l'ouverture du Centre de développement chorégraphique La Termitière. Nous sommes beaucoup dans la formation, donc on forme les jeunes, voilà, pour des questions de transmission et tout. Et on accueille aussi des compagnies et des danseurs en résidence de création. Donc les gens viennent ici pour comme un laboratoire, pour réfléchir, pour créer leur spectacle. Et on fait aussi la diffusion. Et la diffusion, on a plusieurs volets de diffusion. On a les sorties de résidence. Pour ceux qui viennent réfléchir sur leur spectacle ici, quand ils finissent, ils donnent à voir au public les premiers de leur spectacle. Ça, c'est un temps de diffusion. Mais on a un grand moment de diffusion qui est un festival de danse. C'est une biennale qu'on appelle Dialogue de corps. Voilà, donc Dialogue de corps, c'est chaque 2 ans en décembre. On accueille une trentaine de compagnies qui viennent de partout dans le monde et pour des temps d'échange, de partage. Voilà, ils donnent à voir les œuvres chorégraphiques voilà, au public burkinabé. Quand on écrivait le projet du Centre de développement chorégraphique, bien sûr, on avait pour ambition de réhabiliter l'ancien théâtre de verdure. Voilà, mais c'est une question de moyens. Donc, nous approchons les gens et nous mettons en œuvre, en tout cas, des initiatives qui nous permettent de mobiliser assez de fonds pour pouvoir le réhabiliter. Alors, donc, pour cette année, par exemple, nous avons commencé par lancer une idée de concours architectural auprès des écoles d'architecture de par le monde. Voilà, comment est-ce qu'ils peuvent réimaginer la réhabilitation de ce théâtre-là. Donc ça, c'est le premier pas qu'on fait dans l'idée de réhabiliter le théâtre populaire. Et ensuite, on va lancer un grand mouvement de mobilisation de fonds parce qu'il faut dire qu'on a approché les autorités, l'État, la mairie. Vous savez, les priorités sont toujours ailleurs. Donc jusqu'à présent, on n'a pas eu de gain de cause ici. Donc on se dit quand même ouvrir voilà, cette envie, cette ambition avec le reste du monde pourrait payer. En tout cas, notre ambition, c'est de réhabiliter ce théâtre-là et le mettre à la disposition du public et des artistes burkinabés. Notre plus grande difficulté, effectivement, c'est l'assainissement. L'assainissement et l'accessibilité même du site. Et ça nous freine vraiment dans nos activités. L'assainissement, bien sûr, on a approché les autorités, que ce soit le ministère de la Culture, que ce soit la ville de Ouagadougou. On les a approchés, les démarches qu'il faut, on les a faites. Voilà, il y a toute une documentation sur la chose. Et pendant longtemps, en tout cas, ça a été notre lutte. Mais ces derniers temps, ce que vous voyez, la décharge est partie. Parce qu'au regard du fait de l'aménagement du canal, voilà, il y a un pont qui va passer là.
avec une route qui va passer là où il y a des ordures. Voilà. Et donc, avec la population aussi qui s'est mise dans la danse parce que c'était vraiment... ça empêchait les gens de vivre, simplement. Voilà. Donc, il y a une amélioration avec le canal qui est en train d'être fait. Donc, je pense que cette décharge va partir carrément parce qu'il y a une route qui va traverser le canal, qui va passer par là. Donc, ça, c'est vraiment notre chance. Sinon, il y avait beaucoup à dire sur ce sujet, mais c'est en train d'être résolu maintenant, voilà, par l'aménagement du canal. Mais aussi l'accessibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que vous voyez, il n'y a pas de route directe pour rejoindre le goudron. Il y a le terrain de sport René Monory, il y a le marché de cycle. Et pour nous aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'avec la mairie, on peut imaginer voilà, une voie d'accès direct au CDC. L'accessibilité, ça bloque en fait... ça bloque les activités, ça bloque la fréquentation. C'est ouvert. Il y a beaucoup de clips vidéo qui sont tournés ici, beaucoup de télé-réalités. Quand tu prends Freestyle de BF1, ça a commencé ici dans cette salle. Ça a une capacité de 300. Et donc, avec l'envergure que ça a eu, ils étaient obligés de délocaliser ailleurs. Donc, on accueille les artistes chanteurs pour leurs clips vidéo. On accueille des séquences de tournage de films dans ce studio. Donc, c'est beaucoup fréquenté au contraire parce que c'est tellement sollicité que... on est en train d'imaginer aussi, voilà, vous voyez la période qu'elle a, qui accueille des répétitions. Voilà, dont les acteurs culturels d'autres disciplines, que ce soit le théâtre, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, fréquentent le lieu pour les activités. Vous écoutiez à l'instant le témoignage de Madame Ouedraogo, rappelons qu'elle est la directrice déléguée donc, au niveau donc, du CDC, la Termitière, c'est le centre de développement chorégraphique situé au niveau de l'ex-théâtre populaire donc, de Ouagadougou à Samandin. Et je rappelle que c'est ce théâtre qui nous accueille cette semaine pour la rubrique À la découverte 2. Pour la suite de cette émission, nous allons faire le tour de l'actualité nationale et internationale avec Rachid Assad Zongo. Et il est bien installé sur notre plateau. Bonjour, Mr. Zongo. Merci, Lady Nikema, et merci à vous qui nous suivez. Alors, Rachid, quel est le premier journal qui nous accueille? Le journal qui fait, on va dire, son entrée en matière, c'est Le Quotidien. Voilà. Et donc, pour la lecture de la une des journaux, c'est Le Quotidien qui nous entretient pour démarrer. Le premier titre, pour ce qui est de ce journal, conclusion des assises nationales, des acteurs politiques et de la société civile apprécient. Et justement, quelques appréciations que je vous lis. C'est mal parti avec de telles conclusions que je trouve insouciantes. Également, notre attente majeure de cette transition, c'est de lutter efficacement contre le terrorisme. Dernier avis, il faut que chacun à son niveau mouille le maillot. Comme je vous l'indiquais, ce sont quelques appréciations qui peuvent être lues à la page 4 du journal Le Quotidien du jour. Toujours avec Le Quotidien, autre sujet, décès du président du Conseil constitutionnel, dernier hommage de la nation à Kassoum Kambou. Association vaincre par l'Union, plus de 300 femmes œuvrent pour leur autonomisation financière. Et pour achever avec Le Quotidien du jour, exclusion de la Russie et des clubs russes des compétitions sportives, le principe sacro-saint de non-ingérence politique bafoué. Nous poursuivons cette fois-ci avec l'Observateur Palga. L'Observateur Palga a sa une, titre « Durée de la transition au Burkina, réaliste, longue ou pas assez ?» Les yeux de Sandaogo désormais rivés sur Abuja, c'est le titre à lire pour la rubrique « Regard sur l'actualité de l'Observateur Palga » à sa page 5. Et puis autre sujet, autre titre de l'Observateur Palga du jour, adoption de la charte jusqu'au bout de la nuit. C'est pratiquement à 2h du matin que le président de la transition, Paul-Henri Damiba, a apposé sa signature sur la charte. Autre titre, décès de Kassoum Kambou, douloureuse séparation hier au cimetière de Gunguen. Et puis lutte contre l'incivisme, assise faite, debout maintenant et feu à volonté, c'est-à-dire à travers la rubrique Les humeurs de Bari, toujours de l'Observateur Palga. Nomination à la tête des régions, la valse des gouverneurs. Et pour achever, à lire à travers la rubrique Carnet de santé de l'Observateur Palga, maladie rare, le syndrome du testicule féminisant. C'est à lire à la page 6 de l'Observateur Palga du jour.
Un autre quotidien Abzeta, nous sommes cette fois-ci avec Le Pays. Le Pays nous entretient pour débuter en titre Adoption de la charte de la transition au Burkina, 3 ans pour organiser le retour à l'ordre constitutionnel. On attend maintenant les résultats. Et puis, Carême 2022, le Saint-Père exhorte les chrétiens à faire le bien. Le jeûne a pour but de donner soif et faim de Dieu et de sa parole. C'est selon l'abbé Paul Da. Toujours avec Le Pays du jour, Bakary Konaté, attaché de santé et spécialiste en dermatologie, léprologie, et de dire, je cite, « Aucun charlatan, encore moins tradipraticien et autres guérisseurs ne peuvent soigner la lèpre. » Voilà, c'est un spécialiste qui parle. Et pour en savoir davantage, la page 13 vous entretient à ce sujet. Avec le même journal et à travers sa rubrique Révélation, on peut lire « Gouvernement de transition, Dr Rassablga Ouedraogo, probable Premier ministre », c'est-à-dire à la page 15. Cimetière municipal de Gunguin, Kassoum Kambou conduit à sa dernière demeure. Et pour achever, mystère psychique et spirituel, les clés pour booster ses affaires. Un autre journal, Abzeta, nous sommes cette fois-ci avec Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso revient également sur les questions en lien avec les assises nationales, notamment, on va dire, la transition fixée. 36 mois de transition, 71 parlementaires, 25 ministres. Le jugement de Burkinabé et le jugement de ces Burkinabés est à lire à la page 8 de Aujourd'hui au Faso. Vie politique, l'UPC célèbre ses noces de soie, c'est-à-dire ses 12 ans. Burkina Faso, nomination de nouveaux gouverneurs. Et dans la rubrique news du jour de Aujourd'hui au Faso, on peut lire un certain nombre de sujets. Le premier, un soldat se donne la mort après avoir tiré sur un frère d'armes. 2 gendarmes tués à Oursi. Et pour achever, toujours pour la rubrique news du jour du journal Aujourd'hui au Faso, rappel des coopérants français au Mali. Toujours avec Aujourd'hui au Faso, hommage national au président du Conseil constitutionnel, Kassoum Kambou, élevé au rang de grand officier de l'ordre de l'étalon à titre posthume. Et pour achever, c'est l'actualité guinéenne qui intéresse Aujourd'hui au Faso à travers ce titre. Expulsion de Selou et Sidia de leur résidence. Pourront-ils participer au jeu électoral? Interrogation posée. Et pour en savoir davantage, la page 5 du journal Aujourd'hui au Faso vous entretient. Après, nous poursuivons et nous faisons escale depuis Bobo Dioulasso où est édité l'Express du Faso. Et ce journal en titre nous confie œuvre de refondation du MPSR, rendez-vous dans 36 mois. Dans sa rubrique Autant le dire, l'Express du Faso nous confie transition politique, les Burkinabés veulent retrouver leur filière. Autre sujet, Kassoum Kambou, les hommages de la nation à un serviteur infatigable. Charte et agenda de la transition, la mise en œuvre va nécessiter la prise de décision courageuse. Réaction à Bobo, Banfoura et Dédougou. Toujours avec l'Express du Faso, Sitaraï, son impact social et ce qu'elle apporte à l'économie burkinabé. Pour achever, c'est à travers la rubrique Tribune de l'Express du Faso, transition politique sans la classe politique. Ainsi titre l'Express du Faso. Abzeta, nous poursuivons et cette fois-ci on s'intéresse à l'actualité confiée par les sites en ligne. Et le premier site qui nous confie ces informations, c'est www.lefaso.net. Décès du juge Kassoum Kambou, le pays des hommes intègres rend hommage à un magistrat rigoureux et intègre. Vente de pétrole au Burkina Faso vers une disparition de ce liquide. Temps de carême, rien ne change dans la vie du chrétien si son cœur ne change pas. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les propos que nous enseigne l'abbé Narcisse Kiema. Réinsérer des jeunes déplacés internes grâce aux activités agro-silvo-pastorales. Tribunal correctionnel de Bobo Dioulasso, un jeune homme poursuivi pour 9 chefs d'accusation. 6 morts dans un éboulement sur un site d'orpaillage à Ourbi, c'est dans le sud-ouest. Et pour achever, auto-emploi au Burkina, signature d'une convention au bénéfice de 1500 jeunes. Deuxième site, www.infoacat.net. Dans le Sahel, on apprend que 2 gendarmes ont été tués dans la localité d'Oursi. 12e anniversaire de l'UPC, les propos de son président, Zéphirin Diabré, je cite, « Tout n'a pas été rose pour notre parti. Assise nationale, le système de désignation des OSC reste à déterminer. » Propos de Pascal Zaïda. Bobo Dioulasso pour achever, campagne de lutte contre la rage. Abzeta, pour ce qui est de l'actualité hors de nos frontières, mais toujours sur le continent africain, pour commencer, on apprend qu'au Mali, le président français Emmanuel Macron rappelle les coopérants français. Au Ghana, on note l'arrivée des premiers rapatriés d'Ukraine
après l'invasion russe. Au Sénégal, tollé suite aux propos d'un imam sur la religion catholique. Au Cameroun, l'ONU condamne l'attaque contre une infirmière humanitaire qui lui a coûté la vie. Au Nigeria, plan d'évacuation des Nigérians de l'Ukraine à compter de ce mercredi. Au Rwanda, le pays s'engage avec un partenaire, à savoir le Pérou, contre les déchets plastiques. En Afrique du Sud, 48 heures, il est noté 48 heures sans décès liés au virus du Covid-19. En Tunisie, ce qui est noté, 9 migrants africains meurent noyés dans un naufrage. En Tanzanie, près d'un millier de touristes ukrainiens bloqués à Zanzibar. Et pour achever au Soudan du Sud, les violences contre les civils ont fait plus de 400 morts entre juin et septembre 2021, selon l'Organisation des Nations Unies ONU. Abzeta, voilà ce que l'on pouvait lire, à la fois pour les sites en ligne, mais également les journaux que nous avons pu parcourir ce matin. Merci à toi, Rachid. Et retour sur quelques sujets d'actualité, bien sûr. Le premier, pour commencer, nous nous intéressons donc à ces nominations de nouveaux gouverneurs. C'est bien cela, Abzeta. Hier, on a pu le voir à travers la, on va dire, communication faite au journal de la télévision nationale, des gouverneurs qui ont été nommés. Et je précise qu'ils sont au nombre de 9 sur les 13 régions, ou du moins sur les 13 gouverneurs que compte l'ensemble des régions. Et les régions qui sont concernées, sinon les gouvernorats qui sont concernés par cette nouvelle nomination, c'est la région de la boucle du Mouhoun, celle du Nord, le Centre-Nord, l'Est, le Sahel, le Centre-Est, le Sud-Ouest, les Cascades et pour achever, les Hauts-Bassins. Donc ce sont ces 9 régions dont les gouverneurs ont été, on va dire, renouvelés, du moins changés. Et du reste, les régions qui gardent en l'état, on va dire, leurs gouverneurs, c'est la région du centre, le plateau central, le centre-ouest et bien entendu le centre-sud. Voilà. Là-dessus, ce que l'on peut faire rapidement comme commentaire, on sait que selon les textes, en tout cas en la matière, même si on est dans un état d'exception actuellement, on ne sait plus s'il faut se référer tantôt au texte ou pas, mais en tout cas, je pense qu'on n'est pas loin de se référer en tout cas au texte. Et les textes en la matière disent que le gouverneur se veut être le responsable des mesures de maintien, de rétablissement de l'ordre public dans la région qui est bien sûr son ressort territorial. Et à ce titre donc, le gouverneur a pour charge de veiller au respect à l'ordre public, aux bonnes mœurs, d'établir, ou du moins se proposer et établir, on va dire, le plan de sécurisation de son ressort territorial qu'est la région. Et donc là-dessus, avec ces nouvelles nominations, on sait que la plupart en tout cas des régions qui sont concernées sont des régions qui sont densément en proie à l'insécurité, insécurité grantie. Et là-dessus, on pourrait y voir une sorte d'indice qui montre que l'agenda de la transition est en train de se dérouler à travers ces nouvelles nominations. En tout cas, on attend de voir parce qu'on peut voir dans ces nominations que la plupart en tout cas des gouverneurs, ou sinon l'ensemble des gouverneurs, ce sont des personnes militaires, ils ont le statut de militaire, ou du moins ce sont des personnes qui n'ont pas le statut de civil. Et là-dessus, quoi qu'il en soit, ce qui importe, c'est que ces nouvelles personnes ou ces nouveaux gouverneurs assurent comme il se doit les responsabilités qui leur sont assujetties et de permettre que cela facilite les choses pour le retour de la sécurité dans les différentes régions. Parce que ce qui est important est l'enjeu majeur. Donc là-dessus, on attendra de voir ce qu'il en sera concrètement. Donc ils décident de nommer que des membres des forces de défense et de sécurité. Peut-être que ça va faire changer les choses, comme tu le dis. Bon, nous attendons. On attend de voir. Et depuis hier, toujours la hiérarchie militaire donc, était du côté de Tueni. C'est bien cela. On va dire que le chef d'état-major général des armées, à savoir le colonel-major David Cabré, il s'est rendu du côté de Tueni auprès du détachement, comme on le sait, le détachement militaire NIX, qui a subi l'attaque en début de semaine, le lundi dernier, qui a occasionné la perte de 3 soldats, mais aussi la neutralisation d'une vingtaine de terroristes. Je précise qu'il était accompagné du commandement des opérations du Théâtre national et du chef d'état-major de la gendarmerie nationale.
Concrètement, ce qu'on a comme information qui relève des services de communication, c'est ou du moins la délégation s'est rendue pour, on va dire, encourager les troupes et notamment, on va dire, souligner ou sinon faire part des directives nouvelles. Ce qui est, on va dire, paradoxal, c'est que dans le même temps, pendant qu'il y a eu ce fait-là, un autre fait, dans le même temps, un soldat a fait usage de son arme sur son frère d'armes, voilà, avant de se donner lui-même la mort. C'est ce qu'en tout cas on a pris comme information. Et là-dessus, toujours ce qui est revenu, et ça c'est pour le détachement militaire de Gomboro, les premières informations en rapport avec cet incident indiquent que le fautif serait véritablement atteint de troubles mentaux. Voilà, et que cela a été constaté depuis un certain temps. N'empêche qu'il a été confié également qu'une enquête a été ouverte et on attend de voir ce qu'il en sera. Du reste, pour déjà la visite de la hiérarchie militaire, on peut saluer l'initiative parce qu'on voit que de plus en plus, la hiérarchie militaire développe une certaine proximité vis-à-vis des troupes sur le terrain. Je pense que cela, en tout cas, c'est une bonne démarche. Maintenant, du reste, pour les incidents comme celui qu'on a connu, peut-être que les enquêtes vont davantage nous conforter pour nous dire qu'il s'agit que de ce qui a été cité, à savoir que le soldat en question on va dire, pas déficient mental, mais en tout cas est atteint de troubles mentaux et que c'est ce qui a occasionné l'incident malheureux. Voilà, qu'à cela ne tienne, je pense que la démarche en tout cas de la hiérarchie militaire, la démarche de proximité en tout cas auprès des troupes est à saluer. Et tant que cela en tout cas va contribuer dans ce sens, je pense que cela ne peut que galvaniser les troupes pour que les objectifs en tout cas recherchés puissent être atteints. Et pour terminer, direction Canada. Bon, en tout cas, Yacouba Isaac Zida claque la porte de l'UNIR MPS. Bon, c'est bien cela. Yacouba Isaac Zida, mais bon, on ne va pas au Canada, on reste au Burkina pour en parler. D'accord. Yacouba Isaac Zida, comme on le sait, qui est l'ancien chef de l'État, ancien premier ministre également du Burkina, et bien entendu, président d'honneur de l'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste, donc l'UNIR MPS, voilà, a démissionné de la présidence d'honneur du parti. Ce que l'on peut dire par rapport à ça, on se rappelle que, et l'information date pratiquement, on va dire, de ces quelques jours-là, il a été porté à la tête du conseil d'administration du Centre international de médiation ethno-religieux, je pense, si je ne me trompe pas, le 24 février dernier, pour un mandat de 3 ans. Voilà. Et c'est ce qu'en tout cas on a pu avoir comme information, c'est qu'il a adressé sa lettre de démission au président du parti, à la personne de Maître Bénéwende Sankara, en indiquant dans sa lettre que ces nouvelles fonctions seraient pratiquement incompatibles avec l'engagement politique, d'où justement sa démission. Bon. Parce qu'il doit maintenant réconcilier des gens ou faire tolérer. En tout cas, les prérogatives qui sont dévolues à sa fonction, à sa nouvelle fonction, comme il a dit dans sa lettre, semblent en tout cas, ou du moins sont incompatibles avec son engagement politique. Est-ce pour autant que l'on pourrait dire que c'est la fin de sa carrière politique? Est-ce une sorte de pause avant de rebelloter en politique ou autre raison? En tout cas, c'est une interrogation posée et c'est lui qui est à mesure justement d'apporter, on va dire, la réponse qui s'y est. Quoi qu'il en soit, je me dis que ça fait partie aussi par moment du ménage qui peut arriver au sein des partis politiques. Donc, en l'espèce, il n'y a pas grand-chose à dire. De toutes les façons, comme on aime à le dire, wait and see. Merci bien. Merci pour cette lecture des différentes unes et surtout pour cette partie analyse. Merci Abzeta et bonne perspective d'émission. Merci. C'est l'occasion pour nous de découvrir les couleurs du temps ensemble sur ce plateau et c'est à travers la météo. La société IP+ vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Maman, 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 merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour ma vie. Maman, merci beaucoup. Maman, 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 merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour ma vie. Maman, merci maman. Tu m'as porté dans ton ventre pendant 9 mois. Merci maman, 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 merci beaucoup. Maman, 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 merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour ma vie. Maman, merci maman. Tu m'as élevé, tu m'as éduqué, tu m'as conseillé. Merci maman, 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 merci beaucoup. Moi je pissais, moi je chiais, moi je pleurais. Oui, c'est toi, malgré cela, tu me prenais dans tes bras en disant bébé, ne pleure pas, je t'aime beaucoup. Merci maman, merci beaucoup. Maman, 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 merci maman pour tout ce que tu as fait pour ma vie. Maman, merci maman. Je n'ai ni or, ni argent, ni le diamant à te donner. Mais le bon Dieu, le puissant Dieu, le merveilleux Dieu te bénira. Maman, 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 merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour ma vie. Maman, merci maman. Je n'ai ni or, ni argent à te donner. Merci maman, 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 merci beaucoup. Maman, 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 merci maman pour tout ce que tu as fait pour ma vie. Maman, merci maman. Et pour la suite de cette émission, nous recevons nos invités sur ce plateau et comme annoncé, nous recevons justement Madame Zougrana et Madame Somé Dabiré et pour la rubrique invité du jour, mais virgule, et on revient pour la suite.
Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Blanche Zougrana. Elle est sage-femme donc au CHU de Tengandogo et présidente de l'association des sages-femmes du Burkina Faso. Bonjour à vous, Madame Zougrana. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Également sur ce plateau, Madame Fatisome Dabiré. Elle est fille de salle au CHU donc de Tengandogo. Bonjour, Madame Somé. Bonjour, madame. Alors, merci à toutes les deux d'être sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes toutes les deux membres donc, de l'amicale des femmes du CHU donc, de Tengandogo. Et c'est cette amicale qui organise les journées portes ouvertes à l'occasion justement du 8 mars cette année. Mais avant justement de parler de vos activités cette année, Madame Zougrana, dites-nous, quand on parle de sage-femme, quel est le travail d'une sage-femme? Alors, merci, madame. Je vous remercie pour l'opportunité que vous nous offrez pour parler de la profession sage-femme. Alors, la sage-femme, tout d'abord, c'est un agent de santé qui est assermenté et qui a pour rôle d'assurer la santé et le bien-être de la population en général et particulièrement de la mère, du couple mère-enfant. Alors, elle a pour mission d'assurer le suivi, la surveillance de la femme depuis la grossesse, durant toute la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement, et également le suivi et la surveillance de l'enfant depuis la naissance et jusqu'à 5 ans et au-delà. Alors, la sage-femme offre les soins promotionnels. Et il faut dire que la sage-femme est une conseillère. Elle est une éducatrice dans la santé de la reproduction et dans les droits de santé sexuelle et reproductive. Et la sage-femme, hein, c'est celle grâce à qui on peut avoir des bébés. Bien sûr. Parce que c'est grâce à elle, justement, quand on part à la maternité pour l'accouchement, c'est elle qui nous assiste. Merci bien. Alors, Madame Dabiré Somé, vous êtes fille de salle au CHU donc de Tengandogo. Alors, quel est le travail d'une fille de salle, fille ou garçon de salle? Parce qu'il y a justement les deux sexes. Ok, merci bien, madame, de nous avoir invités sur votre plateau. Bon, un garçon ou la fille de salle est un agent de santé et qualifié, habilité, et qui assure l'hygiène et assainissement dans l'établissement de santé. Voilà, faire l'IEC et information, éducation et communication aux accompagnants et aux parents. Aux parents. Et vous collaborez avec notamment les sages-femmes, hein? Oui, on travaille bien sûr avec les sages-femmes. Voilà, nous les aidons dans vraiment pas mal de tâches. Pas mal de tâches. Oui. Madame Zougrana, on va dire quand même que vos deux fonctions aussi vont ensemble, sage-femme, fille ou garçon de salle. Vous collaborez dans votre mission quotidienne. Bien sûr, il faut dire que dans le système de santé, là, surtout précisément dans les établissements de santé, et tout le monde a son rôle à jouer. Et c'est de la complémentarité. Et sans les filles de salle, effectivement, il sera difficile, comme on le dit, il y aura toujours l'infection nosocomiale. Tous les malades qui viennent avec les maladies, on va se recontaminer dedans. Et c'est les filles de salle qui assurent réellement la prévention et le contrôle des infections dans les formations sanitaires. Donc on se complète. On se complète. Madame Zougrana, vous êtes sage-femme, d'ailleurs la présidente des sages-femmes donc, du Burkina. Dites-nous comment on devient sage-femme. Peut-être que moi, je vais venir dans votre domaine entre-temps. En tout cas, on va vous accueillir les bras ouverts. Pour devenir sage-femme, l'idéal serait d'avoir d'abord la vocation. La vocation. Voilà, parce que c'est un domaine très délicat. Il faut aimer réellement la profession avant d'y entrer. Et quelles sont les conditions pour devenir sage-femme? Actuellement, il faut tout d'abord avoir le bac. Il faut dire qu'avant 2018, on exigeait tout simplement le niveau terminal avec le BPC, bien sûr. Et pour question d'harmonisation des curricula de formation et de rehausser le niveau de formation des sages-femmes dans l'OAS, alors on a exigé que ce soit réellement avec le bac, avec l'universitalisation de l'École nationale de santé publique et avec le système LMD. Alors il faut
tout d'abord avoir le bac. Maintenant, c'est le Maintenant, Ok. et il faut passer par un concours direct de la fonction publique ou soit passer par un test de recrutement à titre privé pour faire la formation qui est de 3 ans. Et lors de la formation de 3 ans, il y a bien sûr la théorie et la pratique. Et avec succès, bien sûr, pour vous permettre, vous donner le droit d'exercer comme sage-femme. Ok. Alors, Madame Somé Dabiré, pour être fille ou garçon de salle, comment on doit procéder? Voilà. Pour être fille ou garçon de salle, il faut s'inscrire dans une école de santé, suivre une formation de 9 mois. Voilà. Donc, en 2000, c'est en 2009 que moi j'ai été à l'école. Donc, j'ai suivi ma formation en 2009 avec niveau CEP. Bon, maintenant, en 2018, c'est devenu niveau BPC. Comme quoi, en termes, tout grimpe en termes donc, de diplôme recherché. Donc maintenant, on ne dit plus garçons et filles de salle, mais on dit technicien d'hygiène hospitalière. Ok. Voilà. Donc maintenant, bon, il faut suivre une formation, comme je le disais, et après avoir le diplôme. Et maintenant, avec les concours, bon, tu fais le concours, si tu es admis, tu pars suivre la formation. Bon, il y a les inscrits sur titre, à titre privé aussi. Voilà, pour moi-même, c'était comme ça. Moi, je n'ai pas eu le concours direct, j'ai été inscrit. Et puis bon, j'ai suivi ma formation et puis j'ai eu mon diplôme. Là, aujourd'hui, je suis... Dans le métier, depuis des années d'ailleurs. Et dans l'exercice justement du métier de fille ou de garçon de salle, quelles sont les difficultés que vous rencontrez régulièrement? Vous, par exemple, qui êtes dans ce métier il y a quelques années, quelles sont les difficultés du moins que vous rencontrez? Bon, en fait, dans notre métier, là, souvent, notre métier là est dévalorisé par certaines personnes. Voilà. Bon, souvent, nous sommes considérés comme des simples femmes de ménage. Et pourtant, c'est une formation qu'on a suivie. Voilà, c'est une formation qu'on a suivie. Et on doit vraiment s'occuper du matériel voilà, de la salle, le sol, désinfecter le matériel, désinfecter les lits et décontaminer le matériel. Bon, envoyer les champs à la buanderie. Maintenant, déposer dépôt des prélèvements au labo, quoi. Et après, bon, souvent, si on ne gagne pas le sang au labo, on part au CNTS. Ça dit que vous faites beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses. Au sein des hôpitaux. Voilà. Donc, malheureusement, il y a certaines personnes qui ne reconnaissent pas la valeur donc, de ce métier. Il y a les transports des patients aussi. Ok. Voilà, les transports des patients. Et il y a aussi le transport du corps, du service à la morgue. S'il y a décès. On revient aux difficultés, Madame Somé Dabiré. Vous avez parlé du fait que votre métier n'est pas assez valorisé ou que d'autres personnes vous voient en simple fille ou dame de ménage, tout simplement. Est-ce que vous rencontrez aussi d'autres problèmes? Bon, il arrive souvent que tu peux arriver un jour comme ça, trouver que bon, il y a des trucs, il y a des produits qui manquent. Voilà, il y a des produits qui manquent. Mais quand tu fais appel dans un autre service, bon, il n'y a pas de problème, quoi. Tu peux aller, on peut te dire, bon, il faut venir et tu pars là-bas, tu gagnes ce qu'il faut pour venir faire ton travail. Madame Zougrana, en tant que sage-femme, quelles sont les grandes difficultés que vous rencontrez dans ce métier? Bon, il faut dire que dans tout métier, il y a des difficultés. Et surtout que au Burkina, nous vivons dans les mêmes contextes social, culturels et économiques. Alors, principalement chez nous, les sages-femmes, les difficultés que nous rencontrons, c'est surtout essentiellement les insuffisances au niveau du matériel médico-technique. Voilà. Et il faut dire que
une chose est d'avoir la volonté et l'autre est de pouvoir disposer du matériel nécessaire pour pouvoir offrir les soins et les services de qualité. Voilà, nous sommes confrontés évidemment et permanemment à ces genres de difficultés-là. Mais il faut dire que nos gouvernants ont fait l'effort et ces dernières années-là de recruter des sages-femmes. Mais si on doit s'en tenir au ratio de l'OMS, il faut dire qu'il y a du travail encore qui reste à faire au niveau des ressources humaines parce qu'il faut une sage-femme pour 5000 habitants. Okay. Alors, à ce niveau, on peut dire que c'est surtout dans les CHU, dans les centres hospitaliers universitaires, que nous constatons réellement ce besoin en ressources humaines-là. Parce qu'on est confronté à des réalités avec quatre sages-femmes à travailler dans une équipe qu'il faut répartir dans plusieurs unités. Ouais. Souvent, ce n'est vraiment pas facile. Vous êtes une seule personne et à la fois en salle d'accouchement et à la fois dans une autre unité. Ce n'est pas évident de pouvoir offrir les soins et les services de qualité recommandés. Donc, et ensuite, il faut, comme difficulté, il y a qu'au niveau du plan de carrière, les sages-femmes aimeraient continuer leur plan de carrière jusqu'au niveau doctorat. Alors que dans le système-là, et ce plan, on n'a pas encore eu accès à pouvoir continuer, poursuivre nos études jusqu'à ce stade-là. On n'a pas cet appui-là d'abord venant du gouvernement. Et les sages-femmes, parce que vous voyez que la science évolue, il faut évoluer aussi avec la science pour ne pas être en déphasage. Alors, les sages-femmes ont besoin d'appui quant à la recherche même active. Elles ont vraiment besoin, mais elles ont besoin d'être capacitées même pour pouvoir faire ces recherches-là pour le bien même du système de santé. C'est important. Alors, Madame Zungrana, l'autre problème, ou le reproche qu'on fait très souvent aux sages-femmes en général, c'est de crier sur notamment les femmes qui viennent pour des accouchements. Est-ce que c'est vrai déjà et pourquoi vous faites ça? Ok, merci madame. Alors, si vous dites crier, c'est peut-être, moi je ne dirais pas crier, mais bon, chacun a son tempérament, son caractère, sa manière de faire les choses. Sinon, je dirais il faut dire qu'en général, les sages-femmes travaillent avec professionnalisme et avec respect de l'éthique et la déontologie enseignée lors de nos formations. Mais il y a toujours des brebis galeuses, comme dans toute profession qui existe d'ailleurs. Et nous travaillons à faire ramener ces brebis galeuses-là sur le droit chemin parce que le rôle principal même de la sage-femme, ce n'est pas de crier sur une femme, mais plutôt d'apporter un soutien affectif aux femmes. Mais il faut dire qu'il ne faut pas se voiler également la face. Il y a des situations, le domaine de la sage-femme est très délicat. Et il y a des situations où la sage-femme est souvent ramenée à peut-être utiliser un ton que les gens considèrent que c'est crier, ou en tout cas un ton pour montrer souvent à la femme ou peut-être à l'accompagnant que la situation, la gravité de la situation. Juste une seconde pour vous dire juste un exemple pour dire que la sage-femme est souvent incomprise et on est face à une société aussi qui tend un peu vers, je dirais l'incivisme et tout. Et souvent, les accompagnants ne comprennent pas souvent l'attitude des sages-femmes. Je prends juste un exemple pour dire qu'on était une fois en salle d'accouchement avec une dame qui était en train de pousser. Elle est rentrée en salle d'accouchement il n'y a que 10 minutes. Et comme elle criait, au lieu de pousser, elle criait plutôt. Et son mari de dehors a dit mais qu'est-ce que les sorcières là sont en train de faire à ma femme? Donc, et les autres collègues qui ont entendu cela sont venus signaler dans la salle. Et de la salle, on est sorti l'appeler. Monsieur, venez, peut-être que vous allez arriver à échanger avec madame pour l'amener à pousser. Parce que la tête est là, on a écouté le rythme cardiaque de l'enfant. Il faut que d'ici là, l'enfant sorte, sinon l'enfant peut sortir, mais ne sera pas bien. Et quand le monsieur est rentré, on lui a expliqué la situation et l'ampleur du problème. Et quand la femme a eu une contraction, au lieu de pousser, elle criait. Et
Le monsieur qui a compris l'ampleur du problème, là, quand elle a crié, au lieu de pousser, le monsieur l'a giflé. Et quand il l'a giflé, elle s'est mise à pousser. Bon, mais ce n'était pas notre objectif qu'il la gifle. On l'a fait sortir juste pour faire comprendre que non, souvent, vous ne comprenez pas la sage-femme. On ne décide pas de taper une femme ou de crier sur une femme. Non, ce n'est pas possible. Je ne vais pas utiliser mes forces là pour quand même faire des choses insensées. Non, les sages-femmes sont là pour apporter réellement du soutien affectif. Si réellement on hausse le ton, bon, c'est souvent incompris, mais c'est pour en tout cas une bonne cause. C'est pour une bonne cause. Voilà, sinon on ne crie pas. Merci. Merci bien, Madame Zougrana. Maintenant, on va s'intéresser à vos activités. Les journées portes ouvertes donc, de l'amicale des femmes du CHU de Tengango qui sont prévues du 1er au 7 mars. Ça veut dire que ça a débuté déjà hier et la cérémonie d'ouverture est prévue pour demain, 3. Alors, dites-nous quelles sont les activités que vous avez prévues pendant cette semaine. Ok, merci madame. Alors, pour préciser encore que nous sommes les membres de l'amicale du CHU Tengango. Voilà, et on a prévu lors de la journée du 8 mars tout un panoplie d'activités, à savoir le don de sang pour soutenir nos FDS, en rapport mais avec le thème de 8 mars là. Alors, ce don de sang, c'est pour apporter un soutien au niveau de la population en général et surtout pour nos forces de sécurité qui actuellement prennent des risques pour la sécurité même de tout le pays. Alors, ensuite, il y a la journée du patient. La journée du patient, c'est quoi? L'amicale a dédié cette journée pour apporter la compassion, notre compassion aux patients, pour également recevoir savoir quels sont leurs besoins, recueillir leurs besoins pour essayer de mieux faire au sein de l'hôpital là pour améliorer les conditions des patients. Il y a la journée récréative au profit des patients hospitalisés. Il faut dire qu'en décembre, nous avons eu à faire, au lieu de Papa Noël, nous on a fait Maman Noël parce que ce sont les femmes qui organisent. Et on continue dans cette lancée-là pour créer des cadres récréatifs pour les enfants qui sont hospitalisés également. Et il y a la vaccination à Covid-19. Nous contribuons fortement à la prévention et le contrôle à la propagation à Covid-19. Donc pour cela, nous faisons des conseils, nous faisons des sensibilisations pour amener les gens à continuer à faire la vaccination. Alors vous constatez que c'est vrai que ce vaccin-là ne protège pas à 100% de contracter la maladie, mais ça prévient les complications. Voilà. Donc, également, il y a la campagne de dépistage à VIH, SIDA, diabète, HTA. C'est une campagne organisée qui sera menée durant toute la semaine. Et il y a la conférence sur le leadership féminin. Il faut encourager les femmes dans le leadership féminin. On parle de 8 mars, chaque fois on parle de... les femmes disent émancipation, émancipation. Émancipation, il ne suffit pas de se lever, commencer à revendiquer ses droits. Comme ça, il faut également travailler, persévérer et chercher à être parmi les leaders. Et être leader, on ne se décide pas un coup comme ça, il faut le mériter. Voilà. Donc, il faut travailler à mériter réellement. Il y a il y a causerie éducative, débat, sensibilisation. Il y a des expositions, vente des produits locaux. Assez d'activités quand même. Assez d'activités, oui. Merci. Madame Sommet Dabiré, quelle sera la contribution de votre domaine, des filles et garçons de salle pour cette activité? Bon, nous allons participer à toutes les activités prévues. D'accord. Voilà. Nous allons accueillir les gens, nous allons les sensibiliser, nous allons aider les infirmiers, comme il y aura... Donc dans l'organisation de toutes les activités, vous allez intervenir? Oui, nous allons intervenir. Bon, comme il y a le dépistage là, voilà, avec les prélèvements, on va les aider à envoyer les prélèvements au labo. Et de suite, et s'occuper
l'hygiène de l'environnement, quoi. Bien sûr. Au sein D'accord. de la cérémonie. Alors, Madame Zoukrana, le 8 mars, très souvent, il y a certaines femmes qui sont plus orientées vers la fête et autres. Vous avez décidé de mener d'ailleurs des activités au sein de votre lieu de travail. Vous avez nommé donc le thème justement de cette activité, célébrons le 8 mars au travail. Pourquoi ce choix? Alors, célébrons le 8 mars au travail parce que, comme je le disais, ce n'est pas uniquement organisé et de manière festive. Chaque fois, c'est ce qu'on remarque un peu partout. La valorisation de la femme, c'est dans le travail. Montrer que c'est en participant activement. Et quand nous revendiquons nos droits, on dit oui, la femme doit travailler, certes. Mais quand on nous dédie juste une journée, on veut consacrer cette journée à faire la fête. Non, nous devons consacrer cette journée pour montrer que nous, les femmes, nous pouvons travailler et apporter, en tout cas, notre édifice au niveau du développement même de notre pays. C'est important. Alors, aujourd'hui, vous organisez donc à l'occasion du 8 mars, cette journée portes ouvertes, des activités en tout cas qui vont se tenir du 1er au 7 mars. Mais déjà pour la cérémonie d'ouverture qui est prévue pour le 3. Le 3, c'est déjà demain. Ça va se passer à quelle heure? Alors, la cérémonie d'ouverture demain se passera à 14h au sein du CHU Tengango. Merci. D'accord. Donc, ça veut dire que les invitations sont déjà envoyées et vous attendez bien sûr aussi des personnalités? Bon, nous attendons bien sûr des personnalités. Nous avons déjà des partenaires avec qui nous travaillons depuis. Vous avez déjà la presse. Ça va de médias. Ah oui, ça va de médias. Et nous avons aussi l'accompagnement du ministère voilà, de la santé et avec d'autres partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. C'est vrai que la mutuelle, elle est jeune et depuis 1 an, mais il faut dire qu'elle est pas mal avec l'appui et le soutien de notre directeur général que nous saluons de passage avec le dynamisme également de la présidente de l'amicale du CHU, des femmes du CHU Tengango. On a déjà eu à réaliser pas mal d'activités et actuellement il y a l'engouement. Merci. Nous tendons vers la fin de notre entretien. On va vous permettre de lancer un appel à l'endroit donc des populations parce que quand même c'est des journées portes ouvertes. Il y a la journée même du patient. Ça veut dire qu'il faut que les populations de Tengango, mais pas seulement de Tengango, les populations puissent faire le déplacement. C'est ça, merci. Alors, nous lançons un appel à tout le monde. Tous ceux qui peuvent donner leur sang, venez donner votre sang pour sauver des vies. Et en particulier les vies de nos forces de sécurité. Et également, venez et pour faire le dépistage sur le diabète, sur le VIH et également sur l'HTA. Vous savez que l'HTA, beaucoup, les gens circulent avec la tension élevée, avec le stress de la vie. On ne se met pas dans la tête, on ne se souvient pas, on se préoccupe pas d'aller prendre la tension artérielle pour vérifier et c'est l'occasion pour vous de passer et dès que on détecte une complication ou en tout cas d'éventuels problèmes, on va vous orienter pour la prise en charge. Et également, sachez que tout ce que nous venons de citer, ce n'est que juste une partie. Nous intégrons autres activités, à savoir même au niveau des sages-femmes, il y a la planification, il y a le dépistage des cancers féminins que nous offrons lors de ces journées-là. Donc, on vous êtes vraiment demandé à passer au niveau de l'hôpital Tengango pour profiter et bénéficier également de ces services-là. Et ça se passe du 1er au 7 mars. Il faut rappeler la date. Merci à vous d'être passée, Madame Blanche Zoukrana. Je rappelle que vous êtes sage-femme au CHU donc de Tengango et présidente de l'association des sages-femmes du Burkina Faso et membre bien sûr de l'amicale, membre donc de l'amicale des femmes du CHU de Tengango. Merci à vous, Madame Somé Dabiré, d'être passée. Je rappelle que Madame Fatih Somé Dabiré est fille de salle donc au CHU Tengango et membre de l'amicale donc des femmes du CHU de Tengango. Il faut rappeler que c'est cette amicale qui organise les journées portes ouvertes donc qui vont se tenir du 1er au 7 mars prochain. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner nos invités, nous marquons une petite pause.
Nous sommes mercredi, vous le savez, chaque mercredi, vous avez rendez-vous avec nos amis de Juristes sans frontières pour questions de droit. Et nous accueillons à présent Maître Jérémy Wena. Il faut rappeler qu'il est notaire à Ouagadougou et puis bien sûr membre de l'association Juristes sans frontières. Bonjour Maître. Bonjour Madame. Bienvenue. Merci. À nouveau sur notre plateau. C'est vrai. Pour encore partager des informations avec Évidemment. Nous allons découvrir en tout cas ce qu'on appelle mutation d'immeuble au Burkina Faso. Donc ce qu'on appelle mutation d'immeuble. Le thème, il faut dire qu'on s'intéresse aux mutations d'immeuble au Burkina Faso avec Maître Wena. Alors Maître, pour commencer, dites-nous que signifient les notions de mutation et d'immeuble. Merci Madame. La première notion, mutation. En français facile, ça signifie changer les papiers de son terrain. C'est en français facile. Changer. Le fait de transformer les papiers de son terrain après avoir acheté, après avoir reçu une donation, après avoir échangé ou bien après avoir reçu un lait. Le fait de transformer les papiers de la parcelle, du terrain, de la maison en son nom, c'est ça qu'on appelle la mutation. D'accord. Maintenant, la notion d'immeuble, ce n'est pas forcément le R+1 ou le R+2. L'immeuble, c'est tout ce qu'on ne peut pas bouger ou tout ce qui ne peut pas bouger, se déplacer de lui-même. D'accord. Donc, un terrain nu est un immeuble. Un R+1 est un immeuble. Une villa de type F4 est un immeuble. Donc, voilà en quelque sorte ce que c'est que la notion d'immeuble en droit burkinabé. Une maison de 10 tôles est un immeuble. C'est un immeuble. D'accord. Bon, on apprend vraiment que même un terrain nu est un immeuble. Oui. Alors, Maître, on comprend bien, vous avez dit, mutation d'immeuble, c'est notamment le changement donc, de papier de l'immeuble, de la maison ou de la parcelle donc, en son nom, après l'achat notamment. Mais quel est le service compétent pour faire ces mutations d'immeuble? Il y a beaucoup de services qui interviennent. Mais le service central ou les services centraux sont les services des domaines. Okay. Alors, il y en a plusieurs à Ouagadougou, plusieurs services. Il y en a à Boulmégou, il y en a à Karpala, il y en a vers l'hôtel Silmandé. Et dans chaque province, il y a encore des services des domaines. C'est eux principalement qui se chargent de muter les papiers des terrains au nom de ceux qui sont les usagers. Maintenant, il faut noter qu'avec l'innovation depuis 2008-2009, on a institué au Burkina Faso, dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, des services qu'on appelle les guichets uniques du foncier. Donc, le guichet unique du foncier ne fait pas la mutation. Mais comme son nom l'indique, c'est une fenêtre, c'est un guichet où celui qui veut faire la mutation s'y adresse, constitue son dossier, il dépose. Et ce service-là va savoir, bon, en fonction de la situation de votre terrain, en fonction de là où se trouve votre terrain ou de votre bâtiment ou de votre immeuble, c'est tel receveur des domaines, c'est tel service des domaines qui est compétent. Et le courtier prend le dossier, il y va pour que le receveur traite et renvoie le dossier au guichet unique pour que vous puissiez chercher. Mais au-delà du guichet unique, il y a bien évidemment les notaires qui interviennent dans la chaîne de production, dans la chaîne de mutation. Lui, son rôle, quand il est requis, c'est de formaliser le contrat, la vente, l'échange, la donation. Et ce n'est plus à vous de vous déplacer pour aller voir le guichet unique, ou si c'est à Koudougou, ou si c'est chez moi à Pau, d'aller voir les domaines directement. C'est le notaire qui fait ces formalités-là, parce qu'il est votre avocat auprès des domaines. Celui qui va constituer tous les dossiers, envoyer au domaine pour que eux, envoyer au guichet unique pour que j'achemine au domaine. Si c'est en province où il n'y a pas de guichet unique, c'est lui qui part directement voir les services des domaines pour que ces services-là puissent faire la mutation du terrain en votre nom. Et quand ce sera prêt, c'est votre notaire qui part encore récupérer pour vous. Et il vient vous donner.
Maître, est-ce que dans tout ça, on veut se lever à titre individuel, personnellement, pour aller voir les domaines directement? Oui, mais il faut avoir une raison. Quand on part pour voir les domaines, il faut avoir une raison. Et comme je viens de le dire, à Ouagadougou et à Bobo, quand vous prenez les papiers de votre terrain, vous voulez faire la mutation, vous levez directement, vous partez au domaine. Ils vont vous dire non. Partez d'abord au guichet unique. Ou allez voir un notaire. Quand vous partez au guichet unique, on va vous dire voici les pièces à constituer. Quand vous partez chez le notaire, il va vous dire voici les pièces à constituer. Pour que moi maintenant je puisse aller saisir le domaine compétent pour qu'il fasse le terrain en votre nom. Donc pour répondre à votre question, on ne peut pas individuellement se lever, directement s'adresser au domaine dans les villes de Ouaga et de Bobo. Mais si c'est chez moi à Pau, c'est possible. Si c'est à Manga, c'est possible. Si c'est à Koudougou, c'est possible parce qu'il n'y a pas encore de guichet unique là-bas. D'accord. Un guichet unique du foncier là-bas. Bien sûr. On a bien noté. Et quels sont les avantages de faire, les avantages pour l'individu qui décide de faire les papiers de mutation? Et il y a beaucoup d'avantages. Madame, vous et moi, quand vous achetez votre moto, vous voulez que la carte grise soit à votre nom. Bien sûr. C'est ce qui prouve que c'est votre moto. De sorte que lorsque les agents de sécurité vous interpellent, vous puissiez brandir la carte grise pour dire que c'est à mon nom. Maître Wena, Madame Nikiema. Donc le terrain aussi, le fait de faire la mutation, ça vous permet d'avoir le titre où c'est écrit noir sur blanc, votre nom et prénom, votre date de naissance et votre lieu de naissance. Sur certains titres même, on écrit le nom de votre père, le nom de votre mère et la référence de votre CNIB. C'est ce qui vous réjouit et vous dire que le terrain qui est à Saba là, le terrain qui est à Kosovo là, c'est pour vous. Donc, il est utile de faire la mutation. L'autre utilité, c'est pour l'État lui-même, pour le service des domaines, les cadastres, qui veulent que chaque terrain, on puisse savoir sa situation juridique normale. Donc, si dans leurs archives, dans leurs documents, le terrain est toujours au nom de monsieur, je donne un nom comme ça, monsieur Gouba Oussobro, alors que Gouba Oussobro a vendu le terrain il y a de cela 10 ans à M. Bayala Ali, mais que Bayala Ali n'a pas fait la transformation en son nom, la mutation en son nom, ça pose un problème de mise à jour au niveau des domaines. Et ça pose un problème aussi d'impôt, parce que sur chaque mutation, il y a un impôt à payer. Donc voilà autant d'avantages, d'avantages aussi bien pour l'État, les services des cadastres, des domaines, que pour le particulier qui doit avoir son papier pour que une autre personne qui vient dire ce terrain c'est pour moi, elle dit non, c'est pas pour vous, c'est mon terrain. La preuve, voici les papiers à mon nom. Donc vous voyez qu'il est utile de faire la mutation. Il faut avoir les papiers en son nom, c'est plus facile. Alors maître, je pose une question comme et pour ceux qui sont dans les zones non loties. On sait que oui, pour les non loties, il n'y a pas vraiment un papier qui légal. Qui approuve que voilà, le terrain appartient à X ou Y. On sait que même pour des achats aussi de terrain dans les zones non loties, ils font quand même établir souvent, je ne sais pas comment on va appeler ça, des papiers qu'ils signent pour dire que voilà, je viens de vendre mon terrain à Y ou X. Est-ce que ça c'est valable ou est-ce que pour ces cas-là aussi, ils peuvent aller voir les services? Et madame, je ne veux pas choquer la conscience de mes concitoyens, mais en tant qu'homme de droit, je vais dire ce que la loi dit. Oui. On n'a aucun droit sur un terrain non loti. On a véritablement, je ne sais pas comment le dire, mais juridiquement là, on n'a aucun droit sur un terrain non loti. Cependant, quand on l'occupe régulièrement, on peut entamer une procédure pour amener ce qui était non-droit au droit. Mais là, il faut constituer un dossier. Exemple, pour quelqu'un qui dit que... je parle par exemple de ceux qui ont des 300 mètres carrés dans une périphérie, des trucs comme ça. Ce n'est pas réservé. Vous ne pouvez pas monter le dossier pour dire que vous voulez y habiter. Les zones où on habite, en zone urbaine, comme Ouagadougou, Bobo, les zones loties là, c'est les zones où on a loti. C'est là où on a loti là. Quand on est habilité d'avoir des titres pour dire qu'on y habite, les autres zones sont destinées à d'autres activités. Donc celui qui est dans son non loti et qui dit que lui va avoir les papiers pour habiter, c'est pas possible. Ça ne va pas donner. C'est pas possible. Mais si tu dis, j'ai un projet
d'élevage, Oui. un projet, c'est pas moi, de foresterie, un projet d'agrobusiness, vous montez votre projet, vous le soumettez aux autorités compétentes qui vont aviser. Est-ce que la zone où vous habitez là est bien indiquée dans notre plan pour faire votre projet? Si c'est bon, on va maintenant quitter du non-droit au droit pour vous donner un papier pour dire désormais, sur ce terrain-là, vous êtes autorisé à planter des arbres. Vous êtes autorisé à élever des porcs. Sinon, en dehors de ça, un y habitant, on ne peut pas faire des papiers. On ne peut pas faire des papiers. Donc, ça veut dire que si on vous donne un papier disant que voilà, voici le papier qui prouve qu'on vous a vendu le terrain, ce n'est pas un papier valable. Ça calme les consciences des gens, des consciences individuelles. Oui. Eh bien, bon, oui, c'est le souvent droit. Même avec des signatures, maître. Ne confondons pas ce que je veux dire, les terrains ruraux. J'espère que ce n'est pas ça que vous abordez. À Komisilga, non, je parle vraiment des non-lotis, même à Ouagadougou. Si c'est les non-lotis là, j'ai peur de le dire, mais ça ne veut rien dire. Vous avez signé les papiers. Vis-à-vis de l'État, vous n'avez aucun droit. Cependant, vis-à-vis de celui qui disait que c'était mon lopin que j'occupais, mais je vous cède, oui, mais entre vous, ça va. Entre vous, ça va. Voilà, entre vous, effectivement, vous pouvez prévaloir du fait que vous avez signé quelque chose qui dit que c'était pour lui et il vous a cédé et vous y habitez. Est-ce que le notaire assiste à ça? Je ne sais pas s'il y a des notaires qui assistent à ça, mais moi, je n'assiste pas à ça. D'accord, ce n'est pas légal, donc on ne peut pas vous faire appel. Ce n'est pas légal, ce n'est pas illégal. C'est vraiment... C'est des embrouillamini juridiques qui n'avancent nulle part, qui ne protègent pas, de telle sorte que devant aucun tribunal, vous pouvez prétendre de droit. C'est ça. Non. D'accord. On revient alors au thème, les mutations du meuble au Burkina Faso, où, comme Maître l'a dit, on peut tout simplement comprendre par le fait donc de changer ses papiers quand vous venez d'acheter un terrain. Alors, dites-nous à quel moment on peut justement entamer la mutation de son terrain? Parfait, très bien. Alors, moi, je pense que le moment idéal, dès qu'on achète un terrain, dès qu'on reçoit une donation d'un terrain, votre père vous donne un terrain, dès qu'on échange, je pense que le moment idéal, c'est dès que vous avez signé les actes là, les différents papiers là, il faut automatiquement enclencher la procédure de mutation. C'est important, parce que ça vous permettra de mettre à jour les papiers rapidement. De deux, ça vous permettra. Qui vous dit que le terrain n'a pas un problème? C'est vrai qu'avant d'acheter, il faut vérifier si le terrain n'a pas de problème avant de payer le prix. Mais c'est encore mieux, si vous avez déjà payé, d'entamer la procédure le plus vite possible. Pour que, s'il y a un problème, on puisse rattraper ça immédiatement, pendant que l'autre n'a pas encore fini de bouffer l'argent. Je parle pour m'abuser. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et que, si le vendeur est encore à vie, celui qui vous a vendu le terrain est encore à vie, et qu'entre-temps, dans la procédure, on a besoin de lui, qu'on puisse le saisir. Mais si nous voulons traîner des années, nous ne sommes pas éternels, nous sommes éphémères, nous sommes appelés à partir, et les papiers peuvent disparaître, et nous pouvons compliquer les choses. Et mieux, la taxe, les impôts ne font qu'aller de façon grandissante d'année en année. Chaque année, donc c'est important, c'est important de faire les choses sur le champ. Dès qu'on a signé les papiers, il ne faut pas ranger dans les archives. Immédiatement, enclencher la procédure de mutation des papiers en votre nom. Et quelles sont les pièces à fournir quand on veut entamer une procédure de mutation? Les pièces sont multiples. C'est au cas par cas. Mais je vais donner un exemple de façon générale, pour embrasser la matière générale. Lorsque vous achetez, donc il y a un acte de vente que vous avez signé, vous ajoutez ça. Il y a vos CNB qu'on va légaliser pour le vendeur et pour l'acheteur. Il y a vos taxes de résidence. Celui qui réside à Sissin, il va payer ses taxes de résidence. Celui qui réside à Komisilga, celui qui réside à Sahaba, celui qui réside à Basenko, il paye ses taxes de résidence, on ajoute au-dessus. Aussi bien pour le vendeur que pour l'acheteur. On va aussi demander un extrait cadastral du terrain. C'est-à-dire qu'on part au cadastre, on demande de nous faire ressortir l'embryon du terrain. On va nous faire ressortir cet élément. On ajoute maintenant les originaux du terrain, de l'attestation, du permis urbain, du titre foncier, qui était au nom du vendeur là. On ajoute l'original
et on prend maintenant, on dépose au domaine. Okay. Ils vont vous dire, madame, voici les droits que vous devrez payer pour qu'on puisse transformer votre nom. Si c'est au guichet unique, on dépose au guichet unique et le SDTOM, celui qui est chargé de faire les notifications, va vous dire, chère madame, voici les droits que vous devrez payer pour qu'on puisse faire à votre nom. Si c'est votre notaire, effectivement, il va envoyer au guichet unique et le guichet unique va lui dire, cher maître, votre client doit payer tant de francs pour qu'on puisse désormais faire les papiers en son nom. Donc, c'est quand même multiple les pièces à fournir pour qu'on puisse faire la mutation à son nom. Mais vous voyez que ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas de la mer à boire. Voilà. Et à combien peuvent s'élever les frais? Parce que vous avez parlé tantôt de frais pour des mutations. Les frais, notre Cour générale des impôts de 2017 distingue plusieurs sortes de droits. Je vais parler des droits qui sont un peu plus élevés. Il y a ce qu'on appelle les droits d'enregistrement. Le code dit que ça fait 8% de la valeur du terrain. Donc, basiquement, si vous achetez un terrain à 10 millions, vous prenez 10 millions, vous multipliez par 8%. Pour les droits d'enregistrement, je vais dire, ça va tourner autour de 800 000. Je ne sais pas si mes calculs sont bons. Ça fait 800 000 francs. Alors, en plus des droits d'enregistrement, la loi dit, les droits d'enregistrement, ça c'est celui qui achète et qui paye. Mais la loi dit, attention, dans une vente, il n'y a pas seulement que l'acheteur, il y a aussi le vendeur. Celui qui vend là, est-ce qu'il n'a pas réalisé un bénéfice qu'on appelle la plus-value immobilière? Si dans sa vente, il a réalisé une plus-value, la loi dit, donne-moi quelque chose. Et ça fait 10%. Donc, si dans la vente de 10 millions, on estime que le vendeur a réalisé un bénéfice de 2 millions, on va lui dire, donne-nous 10%, ça va faire combien? 200 000. Donc, on va prendre pour les deux droits la taxe sur la plus-value immobilière qui incombe au vendeur et les droits d'enregistrement qui incombent à l'acheteur. On va faire une sommation. On aura 800 000 plus 200 000. Ça va faire combien là? 600. Non, 800 000 plus 200 000, ça fait 1 million. Oui. Ça fait 1 million. Oui, pour un terrain million. de 10 millions qu'on a acheté. Maintenant, il faut ajouter, s'il y a taxe de jouissance, il faut ajouter les timbres de 500. Si c'est un permis urbain d'habiter, il faut ajouter les timbres de 5 000. C'est vraiment des petits droits. Donc pour 10 millions, on paye environ 1 million. 1 million. Et on a les papiers à notre nom. Ça, c'est la loi. Mais cette année, ça c'est la bonne nouvelle que je voulais annoncer. Pour l'année 2022. 2022, la loi des finances a institué des mesures de faveur pour permettre aux Burkinabés de changer les papiers en son nom. Donc vous voyez que c'est important. Et la loi dit, celui qui achète un terrain dont la valeur ne dépasse pas 20 millions, si le terrain est construit, si c'est à Ouagadougou, vient donner un forfait pour les droits d'enregistrement. Au lieu qu'on fasse 8%, donne un forfait de 800 000. C'est tout. Droit d'enregistrement. Si le terrain est nu et que sa valeur n'excède pas 20 millions, donne un forfait de 500 000. Au lieu qu'on applique 8%, donne 500 000 pour les droits d'enregistrement. On va faire tes papiers sap. Si c'est par exemple à Bobo, ce n'est plus à 800 000 et à 500 000. C'est à 400 000 francs et à 300 000 francs. Si on est à Koudgou, les chefs-lieux de région, ça diminue. 250 000, 200 000. Les autres provinces, chez moi, 150 000, 200 000 pour les droits d'enregistrement. Aussi, on va voir l'autre côté, celui que vous avez vendu là. Est-ce que lui aussi, il a fait un bénéfice? S'il a fait un bénéfice, on ajoute à ça. On ajoute à vos 800 000 ou à vos 500 000. On calcule plus maintenant les petites taxes, comme la TCM, les petites taxes vraiment, et on fait la mutation pour vous. C'est difficile de maîtriser ces notions-là. Mais ce que je veux dire, c'est que cette année, il y a vraiment des faveurs. Et les droits ont été revus à la baisse. L'année passée, c'était là. L'année passée, c'était là. Cette année, ça y est là. Mais nous ne sommes pas sûrs qu'en 2023, ces mêmes mesures seront reconduites. Donc, si je peux profiter de votre micro, appelez mes concitoyens de grouiller faire les papiers de leur terrain. Parce que l'impôt là, c'est bas. C'est un peu pour cette année. Grouiller faire les papiers. Et je voulais terminer que pour cette année aussi, on a permis à ceux qui ont acheté, même si le terrain n'est pas construit, même si le terrain est nu,
on vous permet de faire la mutation à votre nom. Avant, ce n'était pas possible. Ah oui, avant, il fallait aller construire d'abord, avant de venir faire la mutation. Mais cette année, on permet ça, de venir faire la mutation, et puis tu continues la construction. Ah oui. Voilà. Merci à vous, maître. Juste une précision, si vous avez conseillé justement les populations à aller vers les mutations rapidement après l'achat justement du terrain, oui. mais au cas où quelqu'un traînerait peut-être 10 ans après, est-ce que si vous repartez pour faire les mutations et que malheureusement après on constate que le vendeur n'est plus, est-ce que tous les frais vous incombent? Est-ce que c'est à vous de payer tous les frais? Mais si vous ne payez pas, qui va payer? C'est vous qui n'aurez pas vos papiers. Ok. Sinon, juridiquement, il faut, si le vendeur n'est plus, c'est-à-dire qu'il est mort, oui. Il faut aller voir ses héritiers. Son enfant qui est en Côte d'Ivoire, l'autre qui est au Sénégal pour ses études, et la maman qu'on a ramenée au village. Il faut les rassembler pour dire que votre papa, votre mari m'avait vendu un terrain en telle année, il n'est plus. Est-ce que vous pouvez encore m'aider à payer les droits? Donc vous voyez que c'est ridicule. Compliqué. Donc c'est vraiment bon de faire la mutation. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Et votre notaire est bien avisé pour vous instruire, pour vous donner les conseils. Merci, c'est toujours un réel plaisir de vous recevoir et surtout de profiter de vos enseignements. Merci à vous, maître. Merci madame, c'est aimable. Alors, je rappelle que nous recevions sur ce plateau maître Jérémy Oueda. Il est notaire à Ouagadougou et membre de l'association Juristes sans frontières avec qui nous avons droit justement à la rubrique Questions de droit chaque mercredi. À vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous disons merci de votre fidélité à cette émission puisque c'est ici qu'on s'arrête. On se donne rendez-vous demain. On se dit cuss.